Bonjour à tous, bienvenue, merci de partager votre heure du dîner avec nous. Aujourd'hui, je serai l'animatrice de ce webinaire. Je m'appelle Émilie Proto-Dupont et je suis professionnelle de recherche au CREMIS. On m'a invitée à animer cette session aujourd'hui. Je vous présente premièrement une personne qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, Madame Laurence Roy, qui est professeure en ergothérapie à l'Université McGill et chercheur au CREMIS, qui fait partie du projet SRA. Il y a également M. Christopher Mécal, bonjour, chercheur au CREMIS également, professeur au département de sociologie à l'Université de Montréal. Sophie Coulombe, professionnelle de recherche au CREMIS, membre active également du projet SRA. Il y a également dans le projet Madame Nancy Keys, infirmière clinicienne qui fait partie du projet SRA, comme j'ai mentionné, qui est chercheure praticienne au CREMIS. Marie-Josée Doucet, également chercheure praticienne au CREMIS et travailleuse sociale. Donc, aujourd'hui, en fait, dans tous les webinaires, il y a un petit mot sur qu'est-ce que le projet SRA. C'est un projet qui visait à développer une approche d'accompagnement vers la transition pour la stabilisation résidentielle et puis qui est basée sur à la fois le vécu expérientiel des personnes accompagnées et l'expertise des accompagnateurs. Dans la méthodologie du projet, on visait à faire des focus group ou des entrevues individuelles auprès soit des personnes accompagnées ou des intervenants ou des acteurs institutionnels. Puis aujourd'hui, la thématique du webinaire va porter spécifiquement sur le rapport au temps. Le rapport au temps, c'est-à-dire que nous allons explorer des questions sur comment intègrent les personnes accompagnées un nouveau rapport au temps, un nouvel espace-temps, qui est la transition vers la stabilisation résidentielle marquée par l'accompagnement. Dans les questions que nous allons explorer aujourd'hui, nous allons nous intéresser au rapport au temps, soit dans la quotidienneté, dans le passé, dans le futur, en lien avec ce que nous ont rapporté les personnes accompagnées dans leur récit de vie en termes de différents rapports au temps ou espaces au temps. La personne qui va débuter ce webinaire est M. Mécal, qui va nous rapporter davantage les perspectives des personnes accompagnées. Suivra la présentation de Mme Coulombe, Sophie, qui va parler davantage de la perspective des intervenants. Et puis, n'hésitez pas, tout au long du webinaire, à poser vos questions. Moi, je vais être attentive à vos questions, soit de clarification ou des questions que vous avez qui font écho à vos pratiques, à vos professions. Et puis, je les glisserai dans la conversation au moment opportun. À la toute fin du webinaire, il y aura un temps réservé spécifiquement à vos questions. Donc, sans plus tarder, nous vous écoutons. Christopher. Bon, mais merci, Émilie. Bonjour à vous. Merci d'être là. Donc, la thématique, comme Émilie a très bien expliqué aujourd'hui, c'est le rapport au temps. Le rapport au temps tel que présenté par des personnes accompagnées, personnes accompagnatrices. Peut-être une des questions qu'on peut se poser, c'est jusqu'à quel point est-ce qu'il y a convergence ou divergence dans ces conceptions du temps chez ces deux groupes. Premier constat, donc, au départ, c'est que les histoires que les personnes nous racontent en entrevue, c'est des histoires qui tournent beaucoup autour des relations sociales qu'elles auraient vécues à travers le temps. On pourrait dire que c'est l'objet principal, finalement, des entrevues, des relations qui existent aussi dans le temps et dans l'espace. C'est à partir de ce moment-là que nous nous sommes dit que, vu que l'intégration sociale, c'est un des objectifs de l'accompagnement résidentiel, on peut se poser la question, mais ces personnes sont déjà intégrées finalement, c'est-à-dire qu'à travers leur vie, elles ont passé à travers un ensemble d'espaces-temps où elles vivent différents types d'intégration sociale. Et donc, pour penser quel est l'impact, quel est le rôle de l'accompagnement dans les vies des gens, comment cet nouvel espace, si on veut, ou peut-être pas nouveau, donc c'est à voir, mais comment cet espace d'intégration sociale
cet espace-temps s'inscrit dans une vie qui est marquée par une série, donc, déjà, de formes d'intégration. Donc, le mot intégration sociale, ce n'est pas un mot magique, ce n'est pas des gens qui ne sont pas intégrés et qu'il faut qu'ils soient intégrés. Ils sont déjà intégrés dans différents types d'espaces et donc on voudrait qu'on réfléchisse un peu sur ces questions. Donc, la question est comment stabilisation résidentielle avec accompagnement comme une approche diversifiée, respectueuse des différentes catégories de la population, s'inscrit dans ces parcours de vie qui sont déjà faits d'espaces-temps variés. Alors, dans les quelques minutes dont je dispose, je vais d'abord parler de ces enchaînements d'espaces-temps d'intégration tels que racontés dans la vie des personnes, et ensuite, jusqu'à quel point l'accompagnement résidentiel constitue une rupture ou pas par rapport à ces espaces-temps préalables, comment les gens en parlent, avant d'en tirer certains constats, passer la parole à Sophie pour les personnes accompagnatrices. Je ne vais pas répéter tout ce qu'Amélie a dit tout à l'heure. Et puis peut-être des mots de conclusion après par rapport à ce qu'il y a divergence ou convergence. Donc, premier thème, c'est l'enchaînement de ces espaces-temps de vie. C'est en quelque sorte des évidences, mais je pense que ça vaut la peine de se le rappeler. Et pour nous mettre un peu dans le sujet, donc nous avons choisi donc, 2 cas. On a donné des noms fictifs, mais c'est des cas racontés de 2 personnes, un homme et une femme, qui nous ont raconté leur parcours de vie. Et donc, ça va nous permettre de les situer par rapport à ces différents espaces-temps. Donc, bien évidemment, si on veut, mais c'est particulièrement important, je pense, pour les personnes qui nous concernent, cette première espace-temps d'intégration familiale est centrale. Souvent parce que les rapports ont été vécus difficilement, parce qu'il y a eu des problèmes, que les personnes elles-mêmes vont attribuer certains aspects de la vie problématique à ce premier espace-temps d'intégration familiale. Alors, par exemple, dans les 2 cas choisis, dans le cas de la femme en question, elle va parler de rapports familial difficiles dans son jeune temps, un père alcoolique, une mère qu'elle présente comme étant, bon, elle va dire à un moment donné qu'elle m'aimait tellement qu'elle m'étouffait, donc en tout cas une sœur un peu problématique, un peu violente à son égard. Donc, on pourrait dire des relations difficiles telles qu'elles racontées en entrevue. Par contre, aussi, d'autres personnes autour, les grands-parents, une tante qui, souvent, la femme en question va pouvoir aller chez eux, et donc c'est un rapport qui est vécu plus positivement. Alors, tous ces rapports, dans ce cas-là, vont aussi la suivre pendant sa vie. Jusqu'à aujourd'hui, donc c'est des rapports à la fois difficiles, à la fois vécus positivement, qui ont toujours un sens, toujours une présence dans sa vie actuelle. Mais c'est un autre point de départ. Pour l'homme en question qu'on a choisi, donc il nous raconte qu'il a dû quitter à 12 ans donc, sa famille d'origine en raison de la violence de son père. C'est comme ça qu'il le présente. Et je reviendrai tout après par rapport à ce qui va lui arriver par la suite. Mais donc, premier constat, et c'est assez transversal à travers nos entrevues, l'importance de cette première intégration de type familial qui va suivre les gens d'une manière ou d'une autre pendant la vie. Un deuxième espace-temps qui sort dans ces 2 cas, on pourrait appeler ça une première intégration dans la marge. Dans le cas de l'homme en question, à 12 ans, quitte sa famille, son foyer familial, quitte la famille et se trouve dans la rue. Et donc, il va dire, par exemple, à 12 ans, dans la rue, j'étais obligé de me débattre pour me défendre, de me battre pour me défendre. Et il va dire que c'est à ce moment-là que je suis devenu le bagarreur que j'ai toujours été, finalement, dans ma vie. Donc, il y a des passages, à un moment donné, en milieu carcéral. Et puis, un moment qu'on a rencontré beaucoup plus tard dans sa vie, il parle toujours de ce côté bagarreur qui, selon lui, provient de cette première intégration dans l'espace-temps de la rue, à la marge.
Dans le cas de la femme dont on parle, elle va faire une première overdose à l'adolescence et on n'en parle pas tellement, mais ça va émerger un peu plus tard. Donc, on pourrait penser à l'intégration aussi dans un réseau de consommation autour de son adolescence, dans un contexte de vie familiale un peu difficile. Ni l'un ni l'autre parle du milieu scolaire. On pourrait penser que l'école, c'est aussi un lieu, un espace-temps important pour les gens. Dans ce cas-ci, on n'en parle pas. Il y a quand même un autre répondant, si je peux me permettre juste de glisser un autre cas là-dedans, quelqu'un qui parle beaucoup de sa solitude à travers la vie et qu'éventuellement, il fait le lien avec l'intimidation qu'il aurait vécue à l'école en termes de son orientation sexuelle. Donc, il va dire que dans les faits, j'étais très exclu, marginalisé en raison de son orientation sexuelle. Et puis lui, il attribue un peu sa solitude qui vit toujours, un peu en fonction de cette expérience d'intégration sociale dans l'espace-temps scolaire. Si on revient à nos deux cas qu'on suit, il y avait aussi, dans le cas par exemple de l'homme, il va parler d'une première intégration au travail. Peut-être pas une première, mais en tout cas une intégration au marché du travail qui est arrivée assez tôt dans sa vie, qui va beaucoup marquer les suites. Il va dire que j'étais un workaholic, en tout cas, je n'arrive pas à formuler. Mais donc, qui faisait 80 à 100 heures par semaine dans son travail. Donc, après quand même pas mal d'années, il a fait un burn-out de travail. Il a dit, une des conséquences de cette expérience de travail, c'est qu'il a perdu son réseau social en cours de route. Et donc, il a fait un burn-out. Et donc, le travail, son expérience de travail a aussi été quelque chose de marquant dans sa vie. Donc, bien sûr, il y avait aussi un problème familial dont il a parlé, mais on peut dire que l'espace-temps de travail, pour beaucoup de gens, c'est assez présent aussi dans les entrevues. C'est une forme d'intégration particulière. Les femmes qu'on suit, on parle moins, elle parle d'une formation comme artisane, mais qu'elle ne parle pas vraiment de cette expérience de travail-là. Autre étape dans la vie des personnes qui est importante pour nous, dont elle parle, en tout cas pour eux, c'est important pour elles, c'est un deuxième type d'intégration dans un espace-temps familial. Qui arrive dans la vingtaine, vie de couple, vie en logement, et puis avec dans un cas l'enfant de la conjointe, et dans le cas de la femme, donc elle va avoir 2 enfants avec un conjoint. Donc c'est une période de sa vie importante pour elle, c'est déterminante, en tout cas si on parle de la femme. Il s'avère que le conjoint était violent, qu'il y a eu donc des difficultés dans le couple. Elle va faire une rechute éventuellement en termes de consommation. Le conjoint va partir avec les enfants et donc c'est un moment traumatique pour elle de sa vie. C'est cette intégration sociale de type familial, deuxième type d'intégration. Et éventuellement, évidemment, donc ça va le marquer par la suite et ses enfants vont être un élément important dans sa vie par la suite. Donc, deuxième. Pour l'homme en question, donc un espace-temps, donc une intégration similaire. Que ce qui arrive dans le cas de la femme, et c'est là que c'est important, je pense aussi pour nous, c'est que la fin de cette période de sa vie en famille, donc sa famille à elle en tant que parent, en tant que mère, et le rechute dans la consommation, c'est suivi par une nouvelle intégration à la marge. En tout cas, une intégration à la marge qui est beaucoup plus intense. Et donc, elle va parler d'une intégration dans un milieu criminel, trafic de drogue, prostitution, et éventuellement aussi d'un viol qu'elle aurait subi. Donc, et l'importance pour elle de s'en sortir, de s'éloigner, puis un moment de sa vie où elle est partie ailleurs, changer de région pour s'en sortir d'un milieu qui, dans les faits, où l'intégration était très forte, tellement forte qu'elle a eu de la difficulté à s'en distancier. C'est-à-dire que les gens avec lesquels elle était en réseau restent dans les alentours par la suite, et puis il faut qu'elle les évite finalement. C'est-à-dire qu'elle est comme piégée dans une situation d'intégration sociale
très forte. Dans le cas de l'homme en question, son burn-out au travail, sa séparation avec sa conjointe, il va dire éventuellement que sa conjointe conserve beaucoup de ressentiment vis-à-vis de lui. Et on soupçonne, c'est jamais dit clairement, mais on soupçonne que peut-être il y a eu de la violence de sa part, parce qu'il parle de ses comportements, sa tendance à être violent. Il va être suivi par 8 ans en situation d'itinérance. Et là, donc, il parle de son entrevue, là, donc, nouvel espace-temps pour lui d'intégration sociale dans la rue, c'est l'expression qu'il utilise. En itinérance, problème de santé physique, santé mentale qui se met de la partie. Il va dire à un moment donné, bon, je ne suis pas suicidaire, mais pendant cette période-là, je me disais, à un moment donné, on va peut-être être mieux en haut. Donc, période difficile, contravention, période aussi d'incarcération qui sont ponctuées là-dedans. Donc, dans les deux cas, oui, ce moment marquant dans la vie d'un espace-temps vraiment dans la marche. Mais ce qui précède ces différentes formes d'intégration un peu cumulatives, donc des effets cumulatifs donc, qui aussi mènent vers ce type d'intégration. Juste avant d'arriver à l'accompagnement dans les deux cas, dans le cas de la femme en question que nous suivons, beaucoup de problèmes de santé, évidemment, problèmes post-traumatiques par rapport au viol, problèmes de santé aussi physique, donc elle a été blessée aussi donc, physiquement. Difficulté finalement d'être accompagnée par les services de santé et les services sociaux. Certaines difficultés, des longs délais, par exemple, de traitement. Problèmes de rapport aussi avec l'aide sociale. Et là, on voit émerger une sorte de période d'intégration sociale dans l'espace-temps du système de santé et des services sociaux. En tant que personne qui avait besoin de ces services-là, ou qui avait besoin de l'aide sociale, une intégration qu'elle vit difficilement, on pourrait même parler d'une sorte de non-intégration parce qu'elle a la difficulté d'avoir accès au service, d'être suivi correctement. Et puis, notamment avec l'aide sociale, c'est assez compliqué. Donc, voilà, c'est un autre espace-temps d'intégration à la marge du système lui-même qui est assez central dans lui de ces patients. Donc, ça, c'est l'idée de l'enchaînement d'espace-temps d'intégration. Là, il y a cette arrivée dans une situation d'accompagnement résidentiel dans les deux cas. Pour les deux personnes, c'est clairement en rupture avec ce qu'elle aurait vécu avant. En tout cas, on peut penser que c'est assez clair. Mais cette rupture est tributaire ou attribuable à la place, je dirais, et la proximité de la personne accompagnatrice dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle espace-temps. Ce n'est pas juste le fait de pouvoir avoir accès à un logement. C'est beaucoup plus les relations qui s'établissent autour de cette intégration au logement, dont on parle dans les entrevues. Et principalement la relation avec la personne accompagnatrice, qui, dans le cas de la femme que nous suivons, c'est une relation de grande proximité, de grande confiance, de grande écoute. Et je dirais aussi que ce qui frappe la personne qui raconte tout ça, c'est qu'elle est crue dans ce qu'elle dit. Donc, c'est que dans l'histoire qu'elle a vécue, elle est crue. Et souvent, sa difficulté dans ce rapport avec les institutions, c'est qu'on ne donne pas beaucoup de crédibilité donc, à sa parole. Donc, une proximité très importante qui est en rupture nette avec ce qu'elle a vécu auparavant. Dans le cas de l'homme en question, c'est comparable. Hein? C'est quelqu'un qui a eu ses 8 ans dans la rue, peut-être ponctué par des périodes en prison, et qui donc arrive dans un logement, dans un processus d'accompagnement, avec une personne qui l'accompagne, qui appelle sa travailleuse de rue. Et c'est la même proximité, la même confiance. Lui, il va dire, par exemple, que je commence tranquillement à apprendre à relaxer, puis à trouver la vie belle. Donc, l'importance pour lui des personnes qui l'entourent, pas seulement la personne accompagnatrice en direct, dans ce cas ici, mais également
une femme qui travaille à la fiducie, par exemple, qui l'aide dans la gestion de son budget. Aussi, on est intéressant, on organise qui interviennent auprès des hommes violents, donc qui l'aident à diminuer ses comportements de bagarreurs. Donc, clairement, c'est un moment de la vie que si on le compare avec ce qu'elles ont vécu avant, ou si les personnes le comparent avec ce qu'elles ont vécu avant, c'est une nette rupture. Donc, pour terminer cette section, avant qu'Emily me rappelle qu'il faut que je termine, c'est les liens avec les autres personnes interviewées. Il y a des parallèles, on trouve des enchaînements semblables, pas exactement semblables, mais avec beaucoup de parallèles, famille, travail. Bien sûr, intégration à la marge, parce que, en tout cas, en situation d'itinérance, parce que ça fait partie aussi du projet. Et puis, un homme, par exemple, qui va dire que dans ce nouvel moment de ma vie, donc les vieux patterns sont en train de partir. Et dans son cas à lui, donc il a pu quitter un quartier, quitter son ancien réseau. Il va dire construire une nouvelle appartenance sociale, c'était terme à lui. Et aussi, dans ce cas-là, avec ce qu'il appelle son grand frère, la personne accompagnatrice qui l'accompagne. Donc, il y a des, dans ces enchaînements, dans ces parcours, il y a des zones d'ombre, des zones de lumière. Dans cette dernière période, oui, c'est une période de rupture, ce rapport avec l'accompagnement. Des zones de lumière, donc quelques mots par rapport à cela. Donc, j'ai retrouvé le droit d'exister. Je suis en train de rebâtir ma vie sociale, j'ai le goût de vivre, je commence à aimer mieux la vie, on vient de le voir, je ressens l'autonomie que je n'ai pas eu avant, une fierté, etc. Donc, on a déjà vu ça dans certains webinaires précédents. Il y a des zones d'ombre, conditions matérielles ne sont pas nécessairement faciles. Les traumas du passé qu'on va explorer la semaine prochaine dans le dernier webinaire sont souvent toujours présents. Et puis le rapport aux institutions, assez difficile. Incertitude par rapport à l'avenir, mais il y a quand même rupture. Mais avant peut-être de conclure sur tout ça, je céderai la parole à Sophie pour voir, d'accord, mais comment les personnes accompagnatrices parlent du temps? Est-ce qu'il y a la même sensibilité par rapport au passé, par exemple, l'avenir? Sophie. Merci, Christopher. Oui, donc les personnes accompagnatrices, lorsqu'elles nous ont parlé du temps de l'accompagnement, elles pensaient particulièrement en fonction du rythme de la personne accompagnée. C'est un rythme qui peut qui peut varier selon, en fonction de l'âge, des expériences de vie, des conditions de santé physique et mentale, de la culture, entre autres choses. Pour plusieurs, les parcours de vie en lien avec l'accompagnement sont rarement linéaires, dans le sens où il faut s'attendre parfois à des rechutes ou à des retours en arrière. Le temps d'accompagnement est aussi affecté par d'autres conditions, entre autres les conditions de travail et les contraintes des programmes, mais aussi par la lourdeur de la charge, le manque de moyens, les limites conséquentes à leur capacité de donner du temps aux personnes accompagnées. On va détecter évidemment une tension entre le temps ou le rythme des personnes et les contraintes de temps vécues par celles qui les accompagnent. Donc d'abord, des rythmes à suivre. Donc, comme l'a formulé plusieurs des personnes rencontrées, un des principes de base de l'accompagnement, c'est d'accompagner la personne à son rythme. S'il n'est pas précisé combien de temps doit durer une relation d'accompagnement, il y a une personne qui suggère, entre autres, et je cite, que ça peut être long, mais c'est pas grave parce qu'il faut suivre le rythme de l'individu. Ce rythme doit respecter dès le début. Il doit se faire dans l'accueil inconditionnel, comme le dit dans les mots des intervenants, afin de faciliter la création d'un lien de confiance. Un lien qui, selon une autre intervenante, et je cite, ne s'invente pas. Il n'y a pas de temps limite pour y arriver. C'est juste être là et à l'écoute et dans le non-jugement. Et c'est comme ça qu'on peut y arriver. C'est la pierre angulaire. Et ce rythme, il réfère aussi au fait d'accompagner des personnes, comme je l'ai mentionné, dans des rechutes.
On a vu que pour certains des intervenants, vivre la rechute peut signifier un retour en arrière. Mais pour d'autres, ça s'inscrit plutôt dans un processus ou bien plutôt dans les mots d'une intervenante, dans une évolution. Donc, elle dit, pour l'instant, on est là. Il n'y a rien qui dit que plus tard, il n'y aura peut-être pas une période où ça ira mieux et la personne sera plus capable de gérer un logement. Moi, je pense que c'est une évolution. Ce n'est pas un échec, justement, c'est une expérience, c'est un constat. Voici les difficultés qu'on a, quels sont les besoins à répondre. Donc, un accompagnement personnalisé, sensible aux histoires de vie et centré sur les besoins et le rythme de la personne. C'est aussi un accompagnement qui prend en compte certaines spécificités en regard des populations, par exemple, en ce qui concerne les groupes d'âge, le genre, la provenance ou la culture. Dans ce dernier cas, une intervenante spécifie, par exemple, que le rythme peut être plus lent pour chaque culture. Si on parle au niveau des personnes autochtones, c'est un autre rythme. Ou encore pour un autre intervenant qui va dire qu'un jeune peut vivre 5 ou 6 échecs avant de pouvoir s'établir en logement. Donc, suivre le rythme, c'est donc apprendre à s'adapter à ses spécificités et au temps d'autrui. Comme le dit l'intervenante, moi, je ne sais jamais si je vais être full occupée ou si ça va être une journée tranquille. L'accompagnement peut donc être marqué par un horaire qui change tout le temps. Mais c'est un élément d'ailleurs de son travail que cette intervenante valorise. Derrière ça, il y a évidemment le temps qui manque. Suivre le rythme des personnes et des populations accompagnées exige du temps. Mais souvent, ce temps-là manque. Dans le secteur communautaire, on a vu le défi serait entre autres de pouvoir respecter le rythme de la personne accompagnée, mais dans un contexte où il y a un manque de moyens en rapport avec les besoins auxquels on doit répondre. Dans un cas, il y a une ressource qui se dit toujours en débordement, se dit toujours plein. Ce qui fait en sorte qu'il doit y avoir un roulement. Dans cette situation d'incapacité de répondre adéquatement à la demande, l'intervenant nous dit qu'on essaie de trouver l'équilibre. Ce qui veut dire, dans certains cas, que, et je cite, on peut en arriver à faire un placement qui est un peu plus rapide qu'on l'aurait espéré parce que ça nous prend de la place de l'autre côté. C'est là le risque de tomber dans le même piège que le réseau public de santé et de services sociaux. On nous a dit que dans le réseau public, il faut que ça clenche. C'est-à-dire, il faut qu'une personne se place pour pouvoir travailler avec une autre. Ce type d'exigence s'oppose au principe d'accompagnement où l'idée, selon un intervenant, ce n'est pas de placer puis de courir ailleurs. Plusieurs se disent toujours en train d'éteindre des feux, d'être dans le jus, d'être pris dans la crise ou encore d'avoir trop de suivi et d'être contraint d'agir dans une limite de temps donné en fonction, par exemple, des critères d'un programme. Ces critères peuvent exiger à la fois d'avoir atteint un nombre cible d'interventions dans un temps donné ou, je cite, où il faut que tu le rencontres 1 heure et que je le mette dans mes stats. Le rythme de la personne peut donc se trouver accéléré malgré le souhait des personnes qui accompagnent. Selon une intervenante, cette quantification de l'intervention apporte une diminution de la qualité de celle-ci, d'autant plus que la tâche d'accompagner s'ajoute souvent à plein d'autres tâches, des tâches administratives, par exemple, qui remplissent l'horaire et nuisent au développement d'un lien de confiance. Donc, mais au contraire, on a vu aussi un cas d'une équipe du réseau public qui s'est dit avoir les ressources et le soutien nécessaires et qui est donc marqué par un rapport au temps plus acceptable. L'intervenante en question parle du soutien qu'elle reçoit de son équipe, par exemple, avec des éducateurs qui lui permet de réduire son caseload et donc de passer un peu plus de temps auprès des personnes auprès de qui elle travaille. Cette équipe est située, entre autres, dans une région semi-rurale en marge d'un grand centre urbain. Elle bénéficie d'une gestion qui est restée stable dans le temps. Un facteur de stabilité que l'intervenante considère vraiment exceptionnel pendant une période où le réseau a été sujet à plusieurs bouleversements institutionnels et organisationnels. Car à l'inverse, on sait également que dans le communautaire, on est confronté à un grand roulement de personnel. Donc, on en arrive à, évidemment, l'accompagnement, le temps d'accompagnement s'inscrit aussi dans une transition. Donc, la durée de l'accompagnement, on dit peut-être le reflet des trous de service.
Donc, de la difficulté à référer certaines personnes, certaines populations à des services appropriés, dont celles qui ont des troubles de santé mentale, par exemple, diagnostiqués ou pas, des comportements de dépendance ou des personnes qui sortent de prison ou des hôpitaux. L'accompagnement des jeunes, par exemple, qui sortent des centres jeunesse, peut aussi se prolonger dans le temps. Un intervenant nous dit. Depuis quelques années, la population qui est plus difficile à accompagner, ça va être nos jeunes qui sortent des centres jeunesse, qui vont vivoter 1 an et demi, un peu partout, sans avoir de stabilité et qui vont arriver chez nous. Un intervenant parle du long processus qu'il s'agit de jeunes, quand il s'agit justement de jeunes désaffiliés de 18-30 ans qui ont beaucoup de problèmes de consommation et de plus en plus de problèmes de santé mentale. Pour ces jeunes, la réaffiliation est complexe et nécessite un accompagnement quasi quotidien pour qu'ils soient capables de fonctionner en logement. Ce sont les mots d'un intervenant. Selon une autre intervenante, il y aurait un travail à faire en amont, en centre jeunesse, un travail de prévention pour que tout le monde puisse se préparer. Elle dit qu'elle aimerait, et je cite, qu'on ouvre donc les portes pour qu'elle puisse faire une continuité avec les programmes et les intervenants du centre jeunesse. Mais bâtir cette continuité doit se faire de manière à ne pas trop créer un lien aussi avec les centres jeunesse. Parce que les jeunes, évidemment, ce qu'ils veulent souvent, c'est le briser. Ce lien-là, c'est de dire, ben, c'est derrière moi. Donc, cela dit, il faut qu'il y ait une alternative et un accompagnement qui se développe plus tôt dans le cheminement pour assurer une transition. Donc, les transitions entre le milieu institutionnel et les équipes qui assurent le suivi par la suite constituent un moment crucial et certaines équipes essaient de s'assurer que les personnes soient prises en charge par une équipe avant de la laisser aller. Donc, elles se donnent comme objectif que personne ne se retrouve jamais dans son logement tout seul avec aucune équipe qui l'accompagne. Donc, plusieurs de ces témoignages soulèvent la question des transitions, notamment celle des transitions rapides vers le logement. La construction du lien de confiance et le respect des rythmes variés de ces populations, sans compter les lenteurs bureaucratiques et le manque de logements accessibles, ralentirait ces transitions. Dans certains cas, une transition plus longue est décrite comme souhaitable. Un intervenant se considère chanceux de pouvoir prendre l'année ou même 2 années pour les personnes dans son centre d'hébergement. Ça lui permet, entre autres, d'établir un lien de confiance, de mettre un suivi en place, un psychiatre, un médecin de famille, des choses comme ça. Ça aide vraiment. Pour lui, être en hébergement de transition, c'est bien et ça rend plus facile le suivi en logement par la suite parce que la personne, elle te connaît bien. Ironiquement, dans ces expériences d'accompagnement racontées, où le temps a tendance à manquer, le temps d'attente pour avoir accès à un logement, lui, peut s'étendre indéfiniment. C'est le cas d'un organisme, entre autres, qui intervient auprès des mères et de leurs enfants, qui donc dit que le passage qui peut être à long terme de ces mères et de leurs enfants au sein de leur organisme est entre autres attribuable au fait qu'il y a des temps d'attente parfois trop longs pour avoir accès à un logement. La conséquence, c'est évidemment que souvent, ces femmes-là peuvent leur échapper car l'attente pour avoir une place en logement transitoire est aussi importante. Donc, c'est ce que les personnes nous ont raconté, personnes accompagnatrices. Je te redonne la parole, Christopher. Est-ce que ça va si je prends la parole, Madame l'animatrice? Mais absolument! C'est-à-dire que vos 2 perspectives, les perspectives des personnes accompagnées et les intervenants, on voit vraiment un décalage justement entre le rythme qui est nécessaire pour les personnes pour pouvoir intégrer, accepter, transformer tout ce bagage difficile d'espace-temps pour pouvoir réussir dans la transition de la stabilisation résidentielle, puis en même temps, le décalage avec le manque de temps, les délais d'attente, la logique de sectorisation que tu as mentionné, dont les jeunes qui se promènent un peu partout, qui ne peuvent pas nécessairement avoir les suivis adéquats. Il y a un décalage énorme, donc j'ai très hâte de t'entendre. Voilà la conclusion. Mais c'est vrai que c'est comme si des univers qui se rentrent en contact. C'est comme si c'est des espaces-temps différents. Voilà. Qui sont un peu en tension l'un avec l'autre. Un qui s'étend vraiment dans le temps de vie, en fait, et qui pensait comme ça,
et l'autre qui est dans le temps de l'accompagnement. Quel est ce temps finalement? Et on voit bien que c'est un temps qui est idéalement aussi en durée, mais peut-être pas illimité, parce que ce serait pas soutenable, mais en même temps qui est confronté à des limites importantes. Et là, le paradoxe dont Sophie t'a parlé aussi, c'est que dans ce contexte de manque de temps, il y a aussi trop d'attente. L'attente, tu veux, les listes d'attente, tu veux, on attend. Les démarches. Donc, c'est curieux. Donc, et puis, effectivement, en passant, toute cette distinction entre réseau institutionnel, réseau communautaire, donc c'est très présent. Dans ces quelques commentaires, donc, je vais tirer quelques conclusions par rapport, effectivement, à notre projet. Et comme c'est notre d'habitude, je vais aussi faire appel brièvement au colloque national en itinérance 2017 et puis le compte rendu qui est sur le site du GRAMIS sur les enjeux, défis qui ont été soulevés par rapport à cette question du temps. Et pour finalement revenir aussi à notre expérience dans le projet chez soi à Montréal par rapport à cette question. C'est quand même intéressant parce que projet chez soi, donc des entrevues narratives, des personnes qui se racontent. C'est très important quand les gens racontent leur vie, finalement. Il n'y a pas assez de recherche donc, qui portent sur ces questions. On les a rencontrés à 0 mois, 18 mois, 48 mois. 48 mois, 2 ans après la fin officielle du projet. Donc, on peut se poser la question, où sont-elles, en fait? Les gens qui étaient dans cette situation parfois comparable, où sont-elles 2 ans plus tard? Mais pour revenir à quelques constats, puis bon, je suis assez d'accord avec ta lecture, Emily, par rapport à cela. Je pense que pour les personnes accompagnatrices, tu vois, la conception de ce temps de relationnel, de cet espace-temps relationnel qui est l'accompagnement, c'est un passage, c'est une transition, c'est vers une situation stabilisée, finalement, vers une autonomisation, vers un moment où on peut comme, lâcher la personne pour qu'elle puisse mener sa vie. Et donc, c'est passager. Or, ce qui est curieux, je pense, dans le cas des personnes accompagnées, c'est qu'au contraire, l'accompagnement, c'est un aboutissement. C'est comme quelque chose qu'elle n'aurait pas vécu avant. C'est un espace-temps en soi, avec une transformation assez radicale, une rupture. Donc, c'est un état de rupture. Et qu'être en logement et puis être accompagné pour eux, c'est déjà, ils goûtent ça. Quelqu'un va dire que c'est un cadeau que la vie m'a donné. C'est une femme qui dit ça dans les entrevues. C'est un homme qui va dire, bon, j'ai trouvé un havre de paix, finalement. Avec son accompagnement, c'est la personne qui a parlé de son grand frère qui est là. Et là, on peut dire, OK, donc proximité relationnelle, quasiment familiale, le grand frère qu'il n'a jamais eu, en fait, qui vient comme compenser pour ce qui lui manquait dans son jeune temps. Et puis, ce qui lui manque toujours. Donc. Alors, c'est assez particulier. Donc, dans un cas, c'est une perspective plutôt transitoire du temps, donc de transition vers quelque chose qui est souhaité. Et dans l'autre cas, c'est plutôt une stabilisation, justement. Il y a une sorte de stabilité, allons-y. Donc, stabilité avec l'accompagnement. Et avec toute la reconnaissance qui va avec cet accompagnement-là, qu'ils n'auraient pas vécu, qu'ils ont vécu à la marge, ils ont vécu le trauma d'être personne, de ne pas exister aux yeux des autres, tout d'un coup, on existe aux yeux de quelqu'un, finalement. On ne va pas lâcher ça, donc il y a une sorte de crainte que ça disparaisse, donc une sorte de sentiment de la fragilité de la chose, en fait. Et donc, c'est là que la perspective des personnes est essentielle d'avoir quand on parle de l'accompagnement. Bon, la suite des choses, donc les entrevues ne permettent pas de vraiment, dans ce cas ici, de quelle serait la suite, parce qu'ils sont dans ce moment d'accompagnement. En attendant, effectivement, ils sont dans un espace-temps relationnel, comme je viens de dire, qui est nouveau pour eux, donc non-jugement, reconnaissance, écoute, lien affectif. Plusieurs personnes parlent de ce rapport de type amitié, rapport de type familial. Donc,
Mais en plus de ça, puis ça, c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup abordé jusqu'à maintenant dans les webinaires, mais qu'on va être en plein dans ce sujet la semaine prochaine pour le dernier webinaire, qui dans les faits s'est déplacé dans le temps parce que Nancy n'était pas disponible au moment de le donner. C'est la question des traumas dans les trajectoires de vie. Et puis, ce qui ressort nettement des entrevues, c'est que les gens, généralement, ont le sentiment que c'est eux qui restent responsables de leur histoire de vie. Ils sont responsables des mauvais choix qu'ils auraient pris. Que dans les faits, s'ils sont arrivés en itinérance, c'est tout ce qui va avec, donc c'est un peu la faute. Et là, on ressent derrière ça cette idéologie dominante que chaque individu est responsable de son sort. Et cette orientation, beaucoup des programmes, dans ce sens-là, c'est que tu es responsable de ton sort, c'est à toi de s'en sortir, on va te donner un coup de main, mais que dans les faits, tu as fait des erreurs dans ta vie, etc. Et cet sentiment de responsabilité pour sa propre condition ressort très nettement dans les entrevues. Et là, pour plusieurs, l'arrivée dans un espace d'accompagnement où il y a une écoute, finalement, son histoire, on y croit, et puis aussi une explication qui est offerte par les intervenants pour dire, mais dans les faits, non, c'est pas toi qui es responsable de tout ce que tu as vécu. Il y a une part de responsabilité, bien sûr, là-dedans, en tant qu'homme violent. Mais qu'en même temps, donc, la responsabilité d'autrui est aussi très présente là-dedans. Et que dans ces rapports avec autrui, avec de l'abus, avec violence, abus sexuels et autres, pour ne pas parler des conditions matérielles difficiles de vie, ça a eu un impact traumatique sur vous. C'est des traumas que vous avez vécu. L'impact sur la santé, c'est ça qui arrive dans la vie, c'est très malade. Et puis il y a des gens qui vendaient, par exemple, le bonhomme qui parlait de son expérience à l'école en termes de son orientation sexuelle, c'est une réflexion que la personne accompagnatrice l'a aidé à avoir, c'est sa solitude finalement. C'est quelque chose qui est amené. Et donc, moi je dirais qu'il y a aussi cette caractéristique, cette nouvelle étant espace relationnel, c'est un sentiment d'être libéré d'une fardeuse. C'est pas à dire explicitement, mais en termes de responsabilité. Là. Le hic là-dedans, c'est pour les personnes accompagnatrices. Parce que si c'est vrai, c'est tout à fait compréhensible que pour les personnes accompagnées, c'est un moment dans la vie tout à fait d'exception par rapport à ce qu'elles auraient vécu. Bien sûr, il y a des membres de la famille, il y a des enfants, il y a des rapports valorisants, c'est pas juste ombre, c'est aussi lumière. Ça place les personnes accompagnatrices dans un rôle très exigeant. Être le grand frère de quelqu'un, c'est pas forcément ça qu'on aurait prévu en devenant intervenant. Être le meilleur ami, ou peut-être le seul ami de quelqu'un, dans le sens profond du terme, c'est difficile à assumer. Donc. Et là, tout d'un coup, la vie des personnes intervenantes ne se résume pas à cet accompagnement-là. Évidemment, c'est une activité professionnelle, une activité de travail, que ce soit institutionnel ou communautaire. Et là, donc, le dilemme, je pense, non seulement dans ce projet-ci, mais dans beaucoup de projets dans lesquels on travaille, cette proximité nécessaire, valorisée, essentielle pour les personnes, et ce que ça impose sur les personnes accompagnatrices. Et donc, ils sont un peu piégés, peut-être, jusqu'à un certain point là-dedans, et que devient un peu les personnages principaux dans une relation qu'elle voulait transitoire. Et donc, une difficulté. Alors, pour terminer ce petit segment, qu'est-ce que dit le colloque national là-dessus et quelles pistes fournit le projet Chez Soi à Montréal par rapport à cette incertitude quant à l'avenir, quant à la durée? Le premier constat dans le colloque national, c'est qu'il y a deux choses qui ressortent en termes de temps. Parce que je vous rappelle, il y avait quand même 600 participants de toutes les régions du Québec qui parlaient de leur façon d'agir, de leur approche, avec ces questions au cœur des échanges.
Et il y a ce grand souci chez les gens, premier rapport au temps, de connaître l'histoire des personnes. De prendre le temps, on a vu ça tout à l'heure, mais c'est explicitement dit dans le colloque, de connaître leur histoire, de prendre le temps avec eux, de trouver des trucs pour arriver à les connaître. Arriver aussi que les personnes connaissent leur propre histoire, finalement, arrivent à mettre des mots sur cette histoire, que ce soit des jeunes qui ne vont pas se raconter comme ça vis-à-vis d'un adulte, mais si on commence à jouer avec eux, peut-être ils vont finir par raconter leur histoire, un jeu de cartes, un jeu de... ou peut-être une femme victime de violence à travers, par exemple, théâtre-thérapie. Parfois, ça peut fonctionner pour qu'elle puisse, parfois, juste raconter ce qu'elle a vécu. Donc, parfois, c'est difficile d'y avoir accès. Mais donc, il y a cette idée-là que l'accompagnement, ça c'est au colloque, là, doit se situer dans l'histoire de la vie de la personne, l'écoute de la personne. Et puis, ensuite, que cette histoire de vie varie selon l'âge, évidemment. Un jeune, une personne vieillissante, personne autochtone, c'est pas la même chose. Et que derrière, mettons, l'histoire des personnes autochtones, il y a tout l'espace-temps de la colonisation, l'espace-temps de ce rapport qui n'est pas fini, en fait, et qui dans le temps lent et qui a un impact sur l'intervention, sur la vie des gens. Donc, effectivement, colloque national, grande sensibilité pour les espaces-temps, la suite des choses. Deuxièmement, colloque national, il y a tout ce qu'on a vu dans notre projet. Cette espèce de rapport au temps dans la frénésie totale, finalement. C'est que le manque de moyens du côté du communautaire, cette idée que bien, vous voulez qu'on fasse l'accompagnement, mais on n'a pas les ressources, pas le temps, pas les moyens pour le faire correctement. Et cette espèce de sentiment assez traumatisant, je dirais, pour beaucoup d'intervenants, de ne pas arriver, de ne pas arriver à répondre aux besoins des gens parce qu'on n'a pas les moyens pour le faire. Et puis, du côté institutionnel, on va dire qu'ils ont beaucoup plus de ressources, mais le colloque national, il y a quelqu'un qui dit, mais nous aussi, c'est le temps, finalement. On n'a jamais le temps de prendre le temps. C'est une citation du colloque, je trouvais fort. On n'a jamais le temps de prendre le temps nécessaire au début avec quelqu'un qui se présente chez nous pour éviter de prendre beaucoup trop de temps après. Ils vont traînasser dans notre équipe pendant 2-3 ans. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas le temps au début, finalement, de connaître cette équipe. Donc, effectivement, le colloque national, ça va beaucoup dans ce sens-là. Ça ajoute un peu cette préoccupation pour les histoires de vie chez les intervenants. Dernier point, projet chez soi. Ça, c'est intéressant. 48 mois, où sont les personnes qui étaient dans une situation comparable, si tu veux, 18 mois après. On les a rencontrés à 18 mois. 18 mois, ils sont pas mal dans cette situation. C'est nouveau, c'est intéressant. Je suis écouté, j'ai de l'autonomie. Bon. 2 ans plus tard, il y a 4 cas de figure différents. Et puis, premier cas de figure, c'est effectivement des personnes qui, c'est à peu près le tiers des gens, qui ont en termes de besoins de santé mentale modérés, ce pas des besoins élevés. C'est un peu moins les femmes, parce qu'ils sont sujets à comportement violent, je vais aller là-dessus. Et juste pour, je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus, mais qui effectivement, cet espace-temps, finalement, en rupture, continue. Il y a des relations familiales, amicales, qui s'inscrivent autour graduellement. Ils sont dans le logement. Nous, on a évalué un peu le bien-être sur différentes dimensions. Ça va bien, globalement, dans toutes les dimensions du bien-être qu'on a regardé. Donc, on peut s'attendre à ce que certaines de ces personnes-là, ça va pouvoir continuer. Et puis, effectivement, il y aurait transition, autonomisation, stabilisation. Juste pour dire les autres cas de figure, donc il y a des femmes qui ont vécu de la violence et que la violence les a rattrapées. Ils sont en logement, mais la violence les a rattrapés. Il y a des hommes qui sont toujours à la rue, pour différentes raisons. Parfois consommation, parfois toujours à la rue. Ou peut-être dans un cas parce qu'ils n'ont jamais quitté, donc ils font la rue pendant toute la durée. Et puis dernièrement, et ça c'est important pour nous, il y a des gens en hébergement résidentiel collectif. Et là, globalement, ça peut aller assez bien matériellement, ça peut assez bien aussi sur le plan donc, comme alimentaire,
santé peut-être, mais pour tout ce qui est autonomie, non. Tout ce que, je pense qu'on avait déjà eu l'occasion de remarquer ça la dernière fois sur l'autonomie, mais sur la question du temps, non, le temps est long. C'est l'ennui. Il n'y a pas beaucoup de variété. On est un peu comme un cul-de-sac, un peu en dehors du monde. On a perdu un peu le contact avec le vie à l'extérieur. L'avenir semble d'une sorte de répétition éternelle de la même chose. Donc, on ne voit pas de porte de sortie. Alors moi, je dirais que ces 4 options, c'est probablement ce qui attend des personnes. Mais une chose, c'est clair, c'est que ce rapport de proximité intense avec une personne accompagnatrice, ça ne dure pas. Ça ne peut pas durer. Donc, c'est un peu ce que je conclus. J'aurais envie de vous partager un peu les réflexions que j'ai eues en t'écoutant, Christopher, puis en t'écoutant, Sophie. Puis par ailleurs, j'ai aussi envie de demander aux gens qui nous écoutent si pour eux, la notion d'espace-temps est claire. Du coup, si je vois des réactions comme quoi qu'elle n'est pas claire, on va peut-être clarifier le concept. Puis en même temps, si ce qu'ont partagé Christopher et Sophie font écho à vos expériences professionnelles, si vous avez envie d'ajouter quoi que ce soit. Les réflexions que j'ai eues, c'est-à-dire que je trouvais ça intéressant, Christopher, quand tu as mentionné la notion de rupture, parce que, Sophie, toi, tu disais, des fois, les gens font des allers-retours, mais la notion de rupture que tu amenais, c'était plus par rapport au fait que les gens se sentaient enfin écoutés, non pas jugés dans leur rapport avec l'accompagnateur. Puis, à ce moment-là, malgré les 4 cas de figure que tu nous as exposés de possibles, à ce moment-là, je me dis, est-ce que la priorisation numéro 1 de l'intervention, au-delà de la mise en démarche qui sont nécessaires pour une stabilisation résidentielle, l'intervention prioritaire, ce serait plus l'écoute, de connaître l'historique de la personne, prendre ce temps-là prioritairement dans le changement de culture organisationnelle, etc., en tenant compte que justement, les 4 cas de figure que tu nous as exposés, certains cas de figure qui ont abouti malheureusement à un retour vers une situation d'itinérance auraient peut-être pu être évités en tenant compte davantage de l'histoire de la personne. C'est une question que je me suis posée, une réflexion que je me suis posée, surtout que la personne qui va par les services, qui est en situation d'itinérance, est toujours demandée à être en démarche, constamment. Le rapport au temps, justement, il y a un décalage entre la nécessité pour la personne d'avoir une compréhension de son récit de vie, de transformer ce récit de vie-là vers quelque chose de positif, puis le décalage avec la nécessité d'être en démarche, puis de ne pas perdre son temps. Je me dis, comme n'importe qui, des fois, on a besoin d'un temps de répit, de réflexion personnelle pour trouver nos solutions, pouvoir, c'est ça, dans n'importe quel processus créatif ou pour trouver des solutions à nos problèmes dans la vie, on a besoin d'un temps de réflexion. Fait que c'est pour ça que je me dis, en écoutant vos deux présentations, que peut-être que la nécessité de prendre le temps pour connaître l'histoire de la personne sans nécessairement pousser vers des démarches et serait prioritaire finalement, possiblement. Sophie, je pense que spontanément. Oui, c'est ça, spontanément. Ben, je dirais qu'en fait, c'est une préoccupation que, comme tu l'as un peu mentionné aussi, Christopher, qui était quand même très présente du côté des personnes accompagnatrices, hein, de justement ce temps-là, de vouloir prendre le temps, de comprendre l'histoire, de l'écouter. C'est précisément ce temps-là qui manque, en fait. On a plein de temps pour aider à faire des démarches, pour aller au médecin, pour aller, parce que ça s'inscrit bien dans les accompagnements, de la manière qu'on pense l'accompagnement. Et prendre le temps d'être juste assis, d'aller prendre un café, ça peut-être c'est moins justifiable pour certains programmes, peut-être. Je vois, oui. Puis évidemment, du point de vue des personnes accompagnées, ça, je pense que c'était très clair que l'écoute, c'était... moi, je pense que oui, c'est important, mais au-delà de la question de l'écoute entre les personnes, c'est tout le regard qui est projeté sur ces populations. C'est que si c'est des populations qui sont perçues comme étant comme au bout de rouleau, en situation d'échec, ont échoué leur propre vie d'une certaine manière,
et que donc il faut arriver pour combler toutes les lacunes qu'ils peuvent avoir, pour les encadrer, pour qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires, etc. Donc, et que l'autonomie est comme difficilement imaginable. Tout ce qui est projeté pas par des intervenants nécessairement, mais par un système qui regarde, par des gens qui l'entourent. Bon, l'écoute, c'est un gros défi finalement. Parce que ça peut être une écoute un petit peu d'honoré, comme on dit. Et puis moi, je dirais que comme dernièrement, peut-être le contexte d'entrevue est particulier. Nous, comme chercheurs, on passe en tout cas, on passe beaucoup de temps à faire des entrevues avec les gens. Ce qu'on dit par rapport à une population comme celle-ci, c'est qu'elle est obligée de se raconter à répétition, finalement, que ces histoires, et que là encore, on ne va pas encore débarquer comme chercheur pour encore faire raconter une histoire, puis les preuves, ça fait des millions de fois qu'ils ont dû raconter la même histoire. Moi, mon sentiment comme chercheur, parce que les gens, curieusement, sont souvent très reconnaissants dans cet entretien. Donc, ça me fait du bien de parler comme ça de ma vie. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien à offrir. On n'est pas des intervenants, on n'est pas des psychiatres qui vont poser un diagnostic de ce qu'on vient d'entendre. On n'est pas des agents d'aide sociale qui vont dire, mais dans les faits, non, barème, un médecin qui va dire, non, barème, solidarité sociale, non, c'est barème régulier, temporaire. On n'est pas une maison d'hébergement qui dit, non, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'on est là juste pour dire, racontez-nous, et puis, tout ce que vous voulez dire, dites-le. Puis si vous décidez que vous ne voulez pas que ça reste, on va l'effacer, pas de problème. Et souvent, dans les entrevues qu'on fait, les gens, ils vont dire à la fin, ça me fait du bien, dans le fait, de pouvoir me raconter comme ça. Curieux, parce que dans les faits, on a l'impression parfois que c'est la première fois qu'ils ont pu se raconter comme ça. Okay. Et donc, moi, je pense que la question de l'écoute, oui, il y a beaucoup de façons de le voir. Mais peut-être je prêche pour notre paroisse, mais qu'effectivement, le rôle de la recherche dans tout ça, une recherche qui est proche un peu de l'intervention, de l'action, et peut-être c'est une position qui n'est pas à négliger. C'est un positionnement qui peut se permettre une certaine distance, tout en étant proche, qui peut se permettre peut-être d'établir un certain rapport de confiance avec les gens, et qui peut peut-être amener cette parole aussi sur l'espace public sans prendre la parole des autres, mais porter peut-être en tout cas. Mais c'est une bonne question. J'ai vu qu'il n'y avait pas de réaction ou de nécessité de clarification. C'est le moment ou jamais. Et on vous remercie grandement de votre écoute ce midi avec nous. Ce serait grandement apprécié si vous prenez le temps de remplir le questionnaire de satisfaction que nous vous envoyons suite au webinaire. Ça nous est très utile, vos commentaires. Et puis, est-ce qu'on glisse un mot de la fin, histoire? Peut-être juste que c'est un rendez-vous vendredi prochain pour le dernier webinaire, la reprise, donc, comme Christopher l'a mentionné, du webinaire sur les traumas qui va être avec Nancy Keys, membre de l'équipe qu'on a mentionné tantôt, et Christopher et Laurence. Oui. Donc, merci beaucoup. Merci. Bye.